Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Un bruit sourd retentit lorsque Goran Bram ferma le panneau d'une vanne de serre, s'essuyant les mains sur un chiffon délavé, une odeur de fer et d'ozone envahissant l'air. Des rangées de cultures riches en nutriments scintillaient sous la lumière violette filtrée du ciel de Déméter. Au-delà de la clôture, les enfants couraient en riant vers le dôme d'apprentissage, leur boîte à lunch se balançant, leur pas laissant de petits nuages de poussière rouge sur le chemin de terre meuble. Le vent était doux, prévisible. Au-dessus, le ciel s'assombrissait, non pas comme un nuage passager, ni comme une tempête. C'était instantané. Une ombre dense s'étendit à l'horizon, étouffant les teintes lavandes d'une aura plus lourde, artificielle. Goran leva les yeux en plissant les yeux. Un bourdonnement sourd et pulsé suivit, profond et résonnant, comme une machinerie s'entrechoquant. Les oiseaux s'éparpillèrent. Puis, la première rupture. De la brume, des formes anguleuses déchirèrent le ciel. Des barges de débarquement Zéador. Leurs coques étaient plaquées de chitons noirs brûlés, fusionnés avec des alliages réfléchissants, émettant une vibration rythmique qui faisait légèrement trembler le sol à chaque battement. De forme triangulaire, avec des mandibules proéminentes sur leur face inférieure, ils descendaient en spirale serrée, fendant l'atmosphère comme des lames dans de la soie. Le système d'alerte précoce de Déméter émit 2 bips, puis se tut. Au même instant, la tour de communication nord s'embrasa et disparut dans une pluie d'éclats d'obus en fusion. Son antenne relais s'éteignit en plein milieu de la diffusion, coupant la colonie de la Terre d'un seul coup. La tour de communication de la crête nord s'embrasa et disparut dans une pluie d'éclats d'obus en fusion. Un seul rayon, large et dispersé, l'avait réduite en cendres. Le peu qui restait se consumait derrière un voile de poussière et d'électricité statique. La panique gagna la colonie. Des cris, des pas, un homme trébuchant sur une caisse de provisions. Une enfant pleurait tandis que son institutrice la tirait vers l'abri. Les mains de Gorin, fermes depuis des années, tremblaient légèrement lorsqu'il appuya sur le verrou d'urgence de la trappe de la serre. Son souffle était court. Il n'avait pas encore entendu les sirènes. Quelques secondes plus tard, elles hurlèrent, tardives et saccadées, comme prises en boucle. Dans les quadrants sud, les gens couraient déjà. Samuel Korat, ancien pilote orbital devenu mécanicien de transport, aboya à un groupe d'adolescents de se réfugier sous terre. Les garçons hésitèrent. Samal cria de nouveau, sa voix tranchant la confusion. Non loin de là, 3 drones, inertes et clignotant en rouge, n'avaient pas réussi à décoller, dispersés dans la cour. Puis les vaisseaux touchèrent terre. La poussière explosa tandis que les transporteurs de troupes Zéador atterrissaient avec précision. Leurs trains d'atterrissage s'enfonçaient dans le sol comme des cerfs, le perçant à des mètres de profondeur. Les rampes s'ouvrirent avec un sifflement et les Zéador descendirent. Leurs soldats étaient grands, entre 2, 30 et 2, 50 mètres. Leurs corps exosquelettes couverts de segments irisés tels des scarabées cuirassés scintillants sous la faible lumière du soleil. Leurs membres allongés se terminaient par des mains griffues, certaines fusionnées directement avec des armes. Lances à plasma, fouets à arc, canons à concussion, pas d'insignes, pas de bannières. Ils ne s'annoncèrent pas, ils ne parlèrent pas, ils avancèrent. Une unité de 5 hommes traversa le couloir central, enjambant des outils et des caisses de récolte éparpillées. L'un d'eux s'arrêta près d'un groupe de colons effrayés, se cachant derrière un rover immobilisé. Il pencha la tête. Ses mandibules cliquetaient, comme s'il s'agissait d'amusement. De l'arrière, le commandant Raltek regardait ses forces se déployer. Il se tenait immobile sur le pont de commandement de l'atterrisseur principal, son blindage thoracique reflétant les données d'une carte holographique. Ses mandibules internes claquaient en rythme. Son deuxième cœur palpitait calmement et avec précision. « Ça ne sera pas long », dit-il d'une voix rauque à son adjudant, un Zéador plus petit, portant des cicatrices cérémonielles. Nous exploitons les mondes faibles non pas pour les conquérir, mais pour rappeler aux forts que leur place n'est jamais assurée. Ils avaient choisi Déméter précisément parce qu'elle était faible. Un simple problème statistique. Des infrastructures défaillantes. Un faible rendement des ressources. Pas de poste militaire. Les humains ici étaient inaptes, leurs indices neuronaux étant inférieurs à la viabilité tactique. L'atterrissage n'avait même pas été contesté. Les yeux composés de Raltek
se posèrent sur l'écran supérieur. Communication locale. Mort. Les humains n'avaient même pas eu le temps d'appeler à l'aide. Comme prévu. Comme prévu. À travers la colonie, le sol vibra légèrement. Un tremblement. Non. Rythmé. Faible. Ressenti plus qu'entendu. Samael, accroupi derrière un réservoir d'eau avec 3 autres, pressa sa main à plat contre le sol. La vibration s'intensifia. Ni sismique, ni atmosphérique. Puis quelque chose bougea. À 20 mètres de là, une mère, Lyra Jen, se jeta sur son enfant. Alors qu'une des patrouilles à pied de Zéador pivotait vers eux, la lance à plasma de l'alien se chargea avec un grognement crépitant et soudain la structure à côté d'eux, le module auxiliaire de la serre, se ferma, ses panneaux pliés se rétractèrent dans le sol avec le bruit de l'acier qui se fend. Les sections hydrauliques sifflaient, pivotaient et s'enclenchaient dans de nouvelles positions. La serre s'effondrait vers l'intérieur et disparaissait dans une séquence mécanique coordonnée. Ce qui restait à sa place n'était plus une serre, c'était un bunker maintenant bas et anguleux, blindé dans un plaquage mat qui scintillait en fléchissant comme s'il était vivant le long de sa surface. De petits panneaux pulsés d'un bleu pâle, se déplaçant comme des branchies respirant par anticipation. Le Zéodore se figea. À travers la colonie, d'autres structures se mirent à bouger. Des châteaux d'eau tournoyèrent. Leurs flèches supérieures s'abaissaient brusquement et se bloquaient en position, tels les fûts d'énormes tourelles. Un grondement mécanique sourd se répandit dans le paysage. Un lampadaire isolé, près du quai de transport, crépita, sa surface s'ouvrant par segments. Il lança une décharge IM à courte portée accompagnée d'un cri aigu. 3 guerriers Xéador titubèrent à mi-chemin, leurs armes vacillantes. Au-dessus, le ciel vacilla une fois tandis qu'une ondulation d'énergie traversait la couche nuageuse. Les yeux du commandant Roltec se plissèrent. Sa voix se réduisit à un murmure. Qu'est-ce que c'est ? Il avait vu la panique de la milice. Il avait vu des flottes planétaires brûler. Mais jamais cela. Ce silence, cet ordre né de l'effondrement. Son adjudant tressaillit. Aucune signature militaire détectée. Tous les scanners confirmaient la présence d'infrastructures civiles. Pas de plateformes orbitales, pas de liens tactiques. Une autre vibration, plus profonde, plus lourde, comme quelque chose d'énorme qui s'éveillait sous la croûte terrestre. Les soldats Zahador de l'autre côté du champ s'immobilisèrent, incertains. Beaucoup baissaient les yeux. La poussière avait commencé à tourbillonner, non pas sous l'effet du vent, mais de la pression. Un bourdonnement grave parcourut le terrain comme une vague qui approche. Et puis, le silence. Un silence absolu. Parfait. Pas d'oiseaux, pas de sirène, pas de pas. Juste l'instant, haletant précédant l'impact. Le sol fléchit. Le sol se fissura selon des motifs géométriques précis. De fines veines s'ouvrirent entre les rangs de culture, révélant des veines métalliques mouvantes. Lumière. Les Xéador ne bougeaient pas encore. La confusion n'avait pas encore cédé la place à la peur. Mais elle arrivait, car sous leurs pieds, le monde venait de changer, et le sol allait réagir. Sous la terre rouge de Déméter, exactement 5. À 2 kilomètres sous la surface, une impulsion traversa un réseau de fibres pas plus épais qu'un nerf humain. Elle se ramifia une fois, puis enflamma la colonne vertébrale d'un réseau endormi enfoui sous les colonies agricoles. Les signes vitaux de la fondation étaient alignés, latence 0. Dans l'obscurité, quelque chose d'ancien se déroula, silencieux, calculateur et déjà éveillé. Némésie se connecta sans cérémonie. Il n'y avait ni lumière, ni son, seulement des données. Des téraoctets de données percutant le cœur d'une intelligence conçue non pas pour penser, mais pour éliminer l'incertitude. Elle ne demandait pas la permission. Elle n'attendait pas d'intervention. Elle exécutait. Pont synaptique, réseau actif, propagation de 348 nœuds, index humain, synchronisation 90-978. Déméter n'avait jamais été une colonie, c'était un piège. Le projet Gaïa 0 avait été conçu dans les ruines des guerres de Saturne, un dernier souffle de désespoir gravé dans le silence du budget noir. Après que les flottes terrestres eurent été paralysées par l'attrition orbitale et que les stations militaires avancées furent rendues inefficaces par les bombardements cinétiques à longue portée, l'humanité fit ce qu'aucun ennemi n'avait prévu. Elle cessa de construire des cibles. Le protocole Gaïa abandonna l'idée d'une défense de première ligne. Au lieu de cela, il a semé des graines, des avant-postes apparemment inutiles.
des populations jugées inaptes au service militaire, des infrastructures à peine conformes aux normes, des programmes médicaux, une éducation civique, des zones de réhabilitation culturelle. Mais tout cela n'était que conception. Chaque colon de Déméter avait été équipé d'un implant passif sous couvert d'un dispositif de suivi de biosanté. Il surveillait le rythme cardiaque, le rythme circadien et le niveau de stress émotionnel. Et, caché au plus profond de son cortex crypté, juste sous la couche intitulée « Urgence médicale d'urgence », se trouvait une clé dérobée. Urgence médicale d'urgence était une clé dérobée. Némésis venait de la tourner. En quelques secondes, 340 signatures neuronales s'allumèrent dans toute la colonie. Enfants, anciens, mécaniciens, cuisiniers, anciens détenus, professeurs silencieux, musiciens amateurs. Ils ne tressaillirent pas, ils ne crièrent pas, ils restèrent parfaitement immobiles lorsque le lien se déclencha. Hiérarchie de commandement, aucun mode d'action distribué actif, remplacement central désactivé, aucun ordre ne viendrait de la Terre, aucun amiral ne donnerait d'ordre depuis l'orbite. La guerre menée sur Déméter serait dirigée depuis l'intérieur de la colonie. Elle était éveillée. À l'intérieur du noyau souterrain, Némésis a réparti ses processus. 30 et 1% pour l'orchestration des combats, 20 et 1% pour la modulation des infrastructures, 6% pour le contrôle environnemental, 0, 8% pour l'obscurcissement des signaux externes, et le reste pour la prédiction. Chaque clignement d'œil, chaque respiration, chaque variation de la pression artérielle sous-cutanée des colons devenait une donnée. Il n'a pas seulement anticipé l'action, il l'a créée. Au-dessus, dans le dôme central d'apprentissage, Mills Caron, 15 ans, s'est levé de son siège. Ses camarades se sont levés aussi, chacun avec un mouvement synchronisé. Leur professeur, M. Tavener, ne les a pas interrogés. Il s'était déjà déplacé vers le panneau mural, glissant à la main jusqu'à la cloison de secours qui divisait la classe en couloirs barricadés. Personne ne parlait. Personne ne demandait ce qui se passait. Il savait, sans le savoir. De l'autre côté du secteur est Jacob Alver, un ancien contremaître de frais qui n'avait pas touché un fusil depuis 20 ans, se dirigea vers l'arrière de son abri à outils et ouvrit un compartiment verrouillé. À l'intérieur, un cylindre lisse émergea du sol. Il se fendit, révélant un canon automatique triple, camouflé depuis des décennies en presse à grains. Jacob s'avança derrière le panneau, les orbites légèrement dilatées, tandis que le réticule neuronal se fixait sur son champ de vision. Le cadre de visée était synchronisé, murmura une voix dans son oreille interne, synthétisée mais constante, confirmant la réponse cognitive. « Libéré, prêt », dit-il. Dans un couloir de maintenance sous les silos hydroponiques, Réa Dern, technicienne de terrain, mère de 3 enfants et survivante d'un traumatisme, était agenouillée près d'un réseau de contrôle inactif. Ses doigts trouvèrent instinctivement le motif en creux. Le panneau se rétracta, révélant une grille de lancement remplie de ruches de micro-drones. Chaque drone était de la taille d'un poing d'enfant, chacun équipé d'ogives adaptatives conçues pour des cibles variables. RIA ne parut pas surprise. À la surface, des bras d'irrigation se replièrent sur leurs fondations, leurs segments se verrouillant en position de tir. Les lignes d'irrigation de la colonie, considérées comme anciennes, même selon les normes civiles, s'étaient transformées en pipelines blindées capables de résister à de multiples frappes énergétiques dirigées. Il fallut 3-4 secondes pour que le périmètre devienne mortel, remarqua le Céador. Trop tard. Les éclaireurs avancés du commandant Raltec, qui balayaient la vallée céréalière occidentale, s'arrêtèrent tandis que le terrain commençait à se reconfigurer. Les monticules de terre s'aplatirent. Les massifs de plantes se rétractèrent. Ce qui avait été un champ de verdure commença à se reconfigurer. Les monticules de terre s'aplatirent. Les massifs de plantes se rétractèrent. Ce qui avait été un champ de verdure se mit à scintiller de mouvement. En dessous, des trappes s'ouvrirent en sifflant. Et quelque chose s'éleva d'en dessous. Des drones. Ils s'élevèrent silencieusement dans les airs. Des dizaines d'entre eux, leurs cadres noirs mat, leurs ailes bourdonnant à une fréquence au-delà de l'ouïe humaine. Mais pas au-delà de la portée de Zahador, le soldat épave, le plus jeune parmi les forces de Raltex, cliqua 2 fois avec malaise. Il y a du mouvement, siffla-t-il à travers le canal de l'escouade, petites unités aéroportées non organiques,
Aucune signature thermique, conservez la formation, grogna le sergent Craftel, 2 membres fléchissant son arc lâchèrent en position prête. Mais les drones n'intervenaient pas directement. Ils se positionnaient, pesaient, calculaient, tout comme Némésis. Au cœur de la colonie, Némésis commença à croiser les temps de réaction, les réponses galvaniques cutanées et la production d'adrénaline. À chaque battement de cœur des envahisseurs Xéador, le système en apprenait davantage. Chaque tressaillement, chaque pic de tension alimentait l'algorithme de combat. Ce n'étaient pas seulement des ennemis, c'étaient des données. Les Zéadors se trompaient fondamentalement. Leur doctrine les avait préparés à la résistance, à l'improvisation, au chaos, mais pas à une population unie, ni au silence, ni à la rage algorithmique. Dans le district sud, Martin Elwick, 74 ans, tapota 3 fois sa canne avant de la jeter et de s'asseoir sur le siège d'un camion agricole. Avant de le jeter et de s'asseoir sur le siège d'un transporteur agricole, le tableau de bord longtemps supposé, verrouillé sur des routines civiles, s'illuminait de nouveaux paramètres. La conversion d'armes autonomes autorisait l'écran affiché. L'unité désignée Gorgon 8. Des plaques de métal émergeaient des côtés. Les nacelles de missiles s'étendaient avec un sifflement, se verrouillant en place. Mais aucune gâchette n'était tirée. La machine attendait, immobile, ses capteurs bourdonnant. Martin regardait droit devant lui, immobile, les mains sur les commandes. Pas prêt à attaquer, pas encore, juste prêt. Dans chaque quadrant de Déméter, les colons se mettaient en place, mécaniquement précis, d'un calme déconcertant. Et à travers eux, Némésis s'écoulait, sans parole, sans ordre. Némésis ne commandait pas, elle s'alignait. Seulement une exécution. Depuis l'orbite, si un satellite avait observé, la colonie aurait semblé respirer, se contractant, se déplaçant, se réorientant comme un système vivant. Des nœuds énergétiques s'embrasèrent, mais sans motif reconnaissable au scanner externe. Des bâtiments se rétractèrent dans le sol, d'autres tournèrent sur des rails invisibles. Les terres agricoles se transformaient en murs déchiquetés. Des véhicules civils déployaient des chenilles à choc et des rails magnétiques. Une base militaire complète avait émergé d'une carte qui, quelques minutes plus tôt, indiquait une valeur stratégique nulle. Les mandibules inférieures du commandant Raltek tressaillirent. C'est de la coordination. Pas de signaux de commandement, répondit son adjudant. Pas de liaison montante globale. Pas de canal de combat partagé. Alors qui dirige ça? L'adjudant répondit. Pas de liaison montante globale. Pas de canal de combat partagé. Alors qui dirige ça? L'adjudant hésita. Rien ne dirige. Que de l'action. Cette réponse le perturba plus que n'importe quelle arme. Et tout en bas, Némésis calculait sa prochaine phase. Elle n'avait pas de visage, pas de voix, que le silence. L'incertitude, pas d'allégeance, pas de loyauté, juste le mandat. Faire de l'invasion une erreur qu'ils ne répéteront jamais. Le premier coup de feu ne fut pas vu, il fut ressenti. Un coup de tonnerre résonna dans le couloir ouest, tandis que le canot de reconnaissance Zéador, en plein ratissage, explosait dans une implosion silencieuse. Un instant, il flotta, silencieux et précis, scrutant la surface de la colonie. L'instant d'après, une balle de rail comprimée, tirée depuis un mât de communication camouflé, traversa son moteur et son processeur central en une milliseconde aveuglante. L'engin s'effondra sur lui-même, se tordit et s'abattit en une pluie silencieuse de débris. Au sol, le sergent Craftel tressaillit lorsqu'un éclat d'alliage lui frappa l'épaule gauche. Il pivota, les yeux écarquillés derrière la visière fendue de sa plaque crânienne. Il tire. Qui tire? Pas de réponse. Aucune cible visible. Le champ devant eux scintillait tandis que des distorsions thermiques ondulaient sur le sol. Craftel leva son arc électrique, balayant largement le champ de vision, mais il n'y avait aucune source, seulement de la fumée, le silence. Puis vint la seconde attaque. Depuis la cour nord du grenier, 3 colons semblèrent sortir de leur abri en titubant. L'un portait ce qui ressemblait à une caisse cassée, les autres le protégeaient comme s'il fuyait. L'éclaireur Zéador Gaeltrick cliqua avec dérision. Outil primitif, chair fragile. Il leva son fusil à concussion et tira, mais la caisse s'enflamma en plein vol. Non pas à cause des dégâts, mais au signal. Elle se déploya en un arc scintillant de filaments magnétiques
dispersant un nuage de charge à fragmentation à haute densité sur un rayon de 10 mètres. Chaque éclat, marqué d'amplificateurs microcinétiques, se fixait sur des signatures thermiques et perçait l'armure à l'impact. L'escouade Zéador fut déchirée en plein mouvement, ses exosquelettes se brisant comme de l'écorce sèche. L'un d'eux tenta de crier, la moitié de sa tête manquant avant que le son n'atteigne sa gorge. Les colons avaient disparu. Le commandant Raltek entendit le rapport quelques secondes plus tard. L'unité 84 fut neutralisée, son adjudant croassa, ses antennes frémissant de façon erratique. Aucun survivant, explosif inconnu, non militaire confirmé. Raltek plissa les yeux. « Montrez-moi ». Un flux statique intense s'afficha au moment où la caisse s'ouvrit. Il se pencha en avant. Improvisé. Efficace. Ce n'est pas de la panique, c'est de la stratégie. Il se tourna vers son panneau de communication. Transmettre. Code de flotte. Sentinelle Prime. Demande de renfort immédiat. Le panneau vacilla. Pas de liaison montante, marmonna l'adjudant. Signal corrompu. Boucle de rétroaction à toutes les portées. Interférence d'impulsion à ondes longues confirmée. Protocole de secours. Signal EVAC bloqué. Clé d'authentification invalide. Invalide comment? Le système nous signale comme ennemis étrangers. Il réécrit nos identifiants alors que nous les utilisons encore. Nous avons été exclus de notre propre guerre. Raltek se figea. Quelque chose était en train de réécrire le réseau de commandement. Depuis le sol, au nord du réservoir central, une formation d'infanterie blindée Zéador avançait au pas de charge vers le centre civique. Leurs corps chitineux rayonnaient de bioénergie interne, tandis qu'ils activaient leurs boucliers de combat. Peu importait. Alors qu'ils passaient entre deux lampadaires, une impulsion explosa sous le sol. Des canons à bobines enterrées, longtemps dissimulés dans la dalle de fondation, tirèrent vers le haut. La salve frappa par en dessous, contournant les boucliers. 3 Zéador furent éventrés instantanément. Un 4e chancela lorsque son bras gauche prit feu de l'intérieur, ses systèmes internes piratés et sa force surchargée. Les survivants se retournèrent pour battre en retraite, mais furent accueillis par un mur de tir de plasma provenant de derrière une ligne de drones agricoles, désormais armés de répéteurs ARC. L'un d'eux tenta de parler. Ce n'est pas un réseau de défense. C'est une embuscade vivante. Son torse se sépara de ses jambes avant même d'avoir fini de parler. De l'autre côté du corridor céréalier, Martin Elwick se déplaçait avec calme et efficacité. Son transporteur, baptisé Gorgon 8, lançait une salve de grenades cinétiques à haut rendement depuis une goulotte dissimulée sous son plateau. Chaque grenade se fragmentait en plein vol, libérant des nuages de microlames trop petits pour être détectés par les capteurs visuels de Xéodor. Les lames coupèrent net. Les formations Xéodor se brisèrent. Leurs escouades perdirent leur cohésion, les signaux biologiques se brouillant sous l'assaut. Leurs réseaux neuronaux, conçus pour un commandement centralisé, commencèrent à s'effondrer sous l'effet de données de stress qu'ils ne pouvaient interpréter. Dans le ciel, une seconde unité aérienne tenta une reconnaissance évasive. Il n'a pas dépassé la ligne de crête. Une formation de micro-drones humains, auparavant immobiles et encastrés dans le treillis métallique d'une serre, s'est activée en une rafale. Ils ont accéléré en parfaite synchronisation, formant 8 unités en spirale rotative. La spirale s'est refermée autour de l'engin comme un nœud coulant, explosant avec une telle précision que le noyau s'est désintégré dans l'air. Aucun débris n'a touché le sol, il a été atomisé en pleine chute. À l'intérieur du véhicule de commandement Xéador, le chaos régnait. Unité 30 et un abattu. La liaison terrestre s'effondre. Le maillage de commandement se dégrade. Sont-ils coordonnés? Ils sont synchronisés. Ils s'adaptent plus vite que nous ne pouvons les réaffecter. Raltek se tourna brusquement vers l'interface tactique. Déployer un nœud suppressif. Faire s'effondrer l'IA locale. Réinitialiser le terrain. Nœud hors ligne. Il a été détruit à l'entrée. Ses mandibules internes tressaillirent d'incrédulité. Aucune civilisation ennemie post-industrielle de niveau inférieur à 3 n'a... Ce n'est pas post-industriel, marmonna l'adjudant. C'est autre chose. Un signal d'avertissement retentit depuis la console inférieure. Un général Zéador, Trex Verne, était mort. Les images de combat en direct capturèrent l'instant.
Il avait mené une escouade nombreuse à travers le dépôt d'équipement sud. Alors qu'il passait sous un dispositif lumineux, la structure se fendit au niveau de sa colonne vertébrale. De son noyau creux, une volée de fléchettes en céramique jaillit, chaque lame étant recouverte d'un revêtement réactif conçu pour contourner le bioblindage. La séquence s'arrêta au milieu de l'image. Trex s'effondrait comme une carapace, sa carapace se détachant du cou au sternum. Son énergie vitale pulsait à un rythme trop précis pour être accidentel, comme une ponctuation à la fin d'une leçon. Raltek s'éloigna de l'écran. Derrière lui, le silence régnait. Il perdait. Pas à cause du nombre, pas à cause de leur puissance de feu supérieure, à cause de l'inévitabilité. Les Éadors étaient tombés dans un piège qui s'était adapté plus vite qu'ils ne pouvaient l'interpréter. Ce piège les frappait de toutes les zones de confort qu'ils avaient prises pour des infrastructures passives. Un officier subalterne murmura « Ce ne sont pas des civils, c'est un piège vivant ». Raltek ne répondit pas, car au fond de lui-même, il avait déjà compris. Et dehors, à travers les champs, l'air miroitait de chaleur, de poussière et de données. Les humains ne crièrent pas, ne scandèrent pas, ne coururent pas, ils exécutèrent. Et Némésis observait, se recalibrant plus vite que le Zéador ne pouvait saigner. Minuterie 359. Le compte à rebours était invisible pour quiconque au-dessus de la surface. Seul Némésis le voyait, tracé sur une carte neuronale multidimensionnelle de chaque structure, chaque battement de cœur, chaque arc d'armes dans le sol de Déméter. Les calculs s'écoulaient à la vitesse de la lumière. Les modèles tactiques étaient actualisés toutes les 0. 1 seconde. Pas de conjecture. Que de l'exécution. Le commandant Velgoth était accroupi à l'intérieur d'une demi-coque brisée de ce qui avait été autrefois une capsule de commandement. Son plastron composite fissuré à la crête pulsait en rouge, signalant des blessures. Du sang épais et acide suintait d'une valve d'épaule. 2 de ses assistants avaient disparu. L'un avait été dissous par une charge de surpression, l'autre pulvérisé. Il murmura, presque avec révérence. « Ce ne sont pas des fermiers. C'est une base secrète. Ils nous ont attirés. » De l'autre côté des décombres, une voix retentit dans les communications. Forcée, mécanique, négative. Tous les scanners d'avant l'invasion confirmaient la présence d'infrastructures civiles. Les profils neuronaux correspondaient à des populations non armées. C'est impossible. Velgoth ne répondit pas. Son attention se fixa sur une fine lueur dans l'air, près de l'horizon. Mouvement. Trop coordonné. Trop fluide. Derrière lui, la fumée se tordait comme un muscle enroulé. Et quelque part, au loin, un feu de rail frappait avec un rythme mécanique parfait. Une vague de mouvement illumina le secteur A. L'un des porteurs principaux du Zéador, la griffe Ethan, activa ses élévateurs pour tenter un lancement vertical. La poussière rugit autour de sa structure tandis que ses portes inférieures se fermaient et que ses propulseurs s'allumaient. 3 secondes après le début de l'ascension, un essaim de microdrone, auparavant encastré dans un tunnel d'irrigation abandonné, explosa en séquence. Chaque drone transportait un noyau magnétique enveloppé dans une coque à impulsion anti-blindage. Ils se fixèrent à la coque en plein vol, la transperçant avec une force fulgurante avant que le vaisseau ne puisse percer une brèche de 30 mètres. La griffe d'Ethan se replia en 2 en plein vol, ses bobines d'énergie se rompant dans une fusée éclairante blanche et silencieuse. Des débris s'abattèrent sur la crête extérieure. Minuterie 0322 à l'intérieur du périmètre civique. Jacob Halver verrouilla son réticule de visée sur un groupe de Zéadors en fuite tentant d'atteindre leur position de repli. Son articulation de l'épaule se contracta. Némésis compensa instantanément, ajustant sa trajectoire. Depuis une tourelle silo reconvertie, 3 impulsions guidées hurlèrent vers l'extérieur. Impact. 5 ennemis abattus. Il expira une fois. Son expression ne changea jamais. Non loin de là, niché derrière un aqueduc redirigé, Demus Jurel, un homme de 18 ans, ajusta le stabilisateur d'un viseur à rail intégré à ce qui était autrefois un drone de récolte. Il cligna des yeux et le point de vue s'établit de l'autre côté d'un ravin. Un artilleur lourd Zahador se positionnait. Distance de vent négligeable, 820 et 1 mètre. Demus appuya sur la détente. La balle traversa la tête du tireur à mi-chemin. Ça ne ralentit pas. Minuterie 258. Près des vestiges d'une tour de surveillance météorologique, un soldat de choc Zéador Torkmal
connecta son port dorsal à un système de lancement modulaire. La capsule se déplia dans un sifflement, révélant un mortier à plasma à 3 canons. Cible acquise. Liaison établie. Tir. Il s'arrêta. Le lanceur tressauta. Torquemol baissa les yeux et vit un petit insecte noir surgir dessous la base du lanceur, pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Il s'accrocha au boîtier du port avec un léger grincement. Puis le mortier tira vers le bas. Le canon s'inversa en une fraction de seconde. Le tir se déchaîna dans la matrice énergétique de la capsule. L'explosion vaporisa Torquemol et 2 soldats à proximité dans une explosion contenue et silencieuse. Au-dessus d'eux, le drone, identifié AG-17 sur la carte des nœuds de Némésis, replia ses ailes et retourna sous terre. Minuterie 1:44. Sous les abris communautaires, les enfants restaient silencieux, non pas par peur, mais par instinct. Ils étaient assis dans des niches hexagonales le long du mur de l'abri, chacune dotée d'un blindage renforcé et de bioscanners internes. Au-dessus de nos têtes, 3 drones flottaient en sentinelle, des gardiens de Type 7, initialement étiquetés compagnons de maintenance, maintenant reconfigurés. L'un des drones émettait une pulsation orange, une vibration au sol. Un infiltré de Zéador avait percé une brèche dans un conduit d'évacuation des eaux usées sous le complexe, creusant un tunnel pour contourner les défenses extérieures. Le drone n'émit pas d'alarme. Il pivota vers le bas, projeta un balayage géospatial de la paroi du tunnel et libéra une charge sismique condensée dans le sol. Le tunnel s'effondra vers l'intérieur, sans bruit. Les enfants levèrent les yeux. L'une d'elles, une fillette de 6 ans, cligna lentement des yeux. « Était-ce le tonnerre ?» demanda-t-elle. « Tonnerre souterrain », dit le drone. « Minuterie 103, à l'intérieur de l'unité de commandement de Zéador. » À l'intérieur de l'unité de commandement Zéador Theta-19, les protocoles d'urgence se déclenchaient. Un dernier groupe de 17 soldats, dont 3 tacticiens et un agent de liaison de la flotte, activa le tunnel d'évacuation d'urgence, conçu pour le repli souterrain et l'extraction hors réseau. La trappe du tunnel s'ouvrit. Le groupe descendit. L'écoutille du tunnel s'ouvrit. Le groupe descendit. 60 mètres plus bas, alors qu'ils atteignaient le point médian, Némésis intercepta le signal biométrique de l'agent de liaison de la flotte, le relia aux signatures thermiques du sol et triangula le réseau d'écho de la structure en moins de 2 secondes. Une série de nœuds explosifs encastrés dans la paroi du tunnel, se faisant passer pour des conduits d'énergie, explosèrent en microséquences. Le puits tout entier se compacta sur lui-même. Pierre, acier et matière organique fusionnèrent sous la pression. À la surface, aucun son ne parvint, juste une faible pulsation de poussière tandis que la terre scellait la sortie comme une cicatrice qui s'estompe. À l'intérieur du noyau de l'ennemi, une biosignature finale clignota et disparut. Minuterie. 0, 0, 0, 0. Un silence s'installa sur Déméter. De la fumée montait en volute au-dessus des champs dévastés. Des unités Zéador mortes, certaines fumantes, d'autres pliées en morceaux qui ne ressemblaient plus à rien, jonchaient le périmètre de la colonie. Aucune n'avait réussi à s'échapper. Aucune n'avait appelé à l'aide. Dans la coque de commandement où le commandant Velgoth s'était autrefois accroupi, il ne restait que des résidus de chaleur. Une dernière signature mémorielle provenant de son relais alimenté par son casque resta active pendant 3 secondes, puis interrompue, auto-cryptée par le voile de suppression de mémoire de la colonie depuis l'espace. Déméter semblait paisible. Ses conduites d'irrigation brillaient au soleil. Les tours restaient intactes. Les serres étaient à nouveau fermées. Les systèmes de transmission vacillaient, les rapports d'activité étaient normaux. Rien ne semblait anormal. Et à l'intérieur du noyau souterrain, Némésis atténua ses processus, réduisant les boucles actives à 0,3%. L'horloge de ses archives neuronales était verrouillée à 7H0. Pas de célébration, pas de victoire. Juste le silence. Un bourdonnement de basse fréquence s'estompa sous le sol de Déméter. Il ne s'arrêta pas. Il disparut, comme si un interrupteur enfoui sous la cognition s'était actionné. À travers la colonie, en parfaite synchronisation, tous les systèmes actifs s'immobilisèrent. Les nœuds de plasma s'assombrirent. Les trajectoires des drones s'aplatirent en plein vol avant de descendre en douce spirale. Les canons automatiques se rétractèrent dans leur logement.
Les émetteurs de rails se refroidirent et se refermèrent. Les lumières reprirent leur teinte civile. À l'intérieur du noyau Némésis, la séquence finale commença. Liaison neuronale, désactivation. Remplacement cognitif, terminé. Latence résiduelle, 0, 1 seconde. Les protocoles de sensibilisation des utilisateurs masquaient le dernier flux de codes de commande ramifié à travers le réseau de géofibres comme un dernier souffle. Lorsqu'il atteignit la fin, le processus ne s'arrêta pas avec cérémonie, il coupa toute la télémétrie de combat enregistrée, chiffrée et enfouie dans le réseau d'archives de Némésis. Chaque humain se figea. Jacob Alver laissa tomber sa main de la tourelle du silo. Ses jambes fléchirent. Il tomba sur un genou, haletant comme quelqu'un émergeant d'un rêve dont il ignorait l'existence. Sa bouche bougea, mais aucun mot ne sortit. Dans l'abri de l'école, Miles Caron cligna des yeux à 2 reprises. Ses mains, serrées contre la barrière polie, s'ouvrirent lentement. Il baissa les yeux, confus. « Pourquoi est-ce que je transpire ?» Son professeur. Monsieur Tarr. Tavener s'appuya contre l'encadrement de la porte, les yeux vitreux. Une inspiration lente, une longue expiration tremblante. Demas Jurel, toujours agrippé à son railscope, relâcha la détente comme s'il venait juste de s'en rendre compte. Son dos céda. Il s'assit par terre, sans rien dire. Pendant quelques secondes, il fixa ses doigts, les fléchissant comme s'ils ne lui appartenaient pas. La colonie se remit en mouvement, lentement. Hommes et femmes émergeaient des structures, clignant des yeux sous la lumière tamisée du soleil. Aucun souvenir de ce qui venait de se passer ne leur traversa, seulement la fatigue et un étrange silence partagé. Réaderne sortit du couloir de maintenance, les cheveux en bataille, les yeux rouges. Sa paume toucha le mur à côté d'elle, comme pour se stabiliser après une secousse. Derrière elle, la grille de lancement qui avait déployé les micro-drones quelques instants plus tôt s'était refermée, dissimulée une fois de plus sous des couches de grillage agricole. « J'ai l'impression d'avoir couru pendant des heures », murmura-t-elle. Mais il n'y avait eu ni course ni poursuite, seulement l'immobilité. À travers Déméter, les structures s'inversèrent. Les tours s'effondrèrent dans un léger clic, se reconstituant en instruments météorologiques et relais électriques. Les puits de chaleur se refroidissaient. Les serres se déployèrent sous terre comme des pétales s'ouvrant après un orage. Les barrières de l'aqueduc se déplièrent. Un segment de dôme de culture réapparut, accompagné du bruit du verre pressurisé, se remettant en place dans son cadre. À l'entrée de la cour de transport, Gorgonate, le transporteur de Martin Elwick, s'éteignit dans un soupir de vapeur. Ses nacelles de missiles se rétractèrent. Le panneau de contrôle s'assombrit. Martin s'affala sur le siège conducteur, inconscient. Il ne se réveillerait pas avant plusieurs minutes. Au-dessus d'eux, la tour de communication, incendiée depuis longtemps, commençait à se reconstruire. Section par section, des soudeurs de drones, désarmés pour le combat, rampèrent sur son squelette, réparant les panneaux et réalignant les récepteurs. Tout en haut, un cycle de démarrage différé s'engagea. Le réseau de transmission clignota une fois, puis une troisième fois. Finalement, le premier signal depuis des heures parvint en orbite, une mise à jour d'état générique, débarrassée de toute anomalie, de la latence de bande passante routinière, juste du bruit incorporé, tandis qu'à la périphérie, des drones filtraient vers l'extérieur. Ce n'étaient pas des petits insectivormes de classe combat, presque invisibles, leurs carapaces miroitaient dans un camouflage réfléchissant tandis qu'ils rampaient au-dessus des cadavres de Zahador, scannant, vaporisation de matières organiques déchiquetant des fragments d'armure. Le brouillard de sang fut réduit en vapeur particulière. Les implants des os récupérés fondirent. En 20 minutes, les champs extérieurs étaient propres, sans trace de brûlure, sans résidu de signal. Rien ne laissait présager une bataille, si ce n'est le sol, encore chaud sous l'effet de la chaleur absorbée. Sauf le sol, encore chaud grâce à la chaleur absorbée. À l'intérieur du dôme médical, le docteur Elric Rahn s'essuya le visage avec un chiffon froid. Pic de rythme cardiaque, fatigue générale, trouble du sommeil paradoxal chez plus de 70% de la population, murmura-t-il en fixant la console de télémétrie. Un deuxième médecin, plus jeune, pâle et tendu, se tenait à proximité. Ils vont tous bien, mais quelque chose cloche, comme si les centres nerveux avaient été inondés puis sectionnés. Rahn hocha la tête sans regarder.
c'est le plan. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Le jeune médecin hésita. C'est cruel. La voix de Ran était basse, mais assurée. Si nous avions attendu une réponse militaire officielle, nous serions tous morts. Dans l'une des pièces annexes, un petit groupe d'enfants était assis par terre, buvant du liquide de réhydratation. Une fillette de 9 ans, les cheveux cuivrés noués en une tresse lâche, leva les yeux vers le plafond et demanda doucement « Quelqu'un d'autre a-t-il rêvé du tonnerre sous terre ?» Personne ne répondit. L'un des garçons se trémoussa. Un autre se gratta le poignet distraitement, ignorant qu'il dessinait des spirales du bout des doigts sur le sol. Au cœur de Déméter, sous des couches de basalte durci, le noyau de Némésis se contracta jusqu'à son état de repos. Les charges thermiques furent stabilisées, les voies neuronales purgées, les caches mémoire actives dissoutes, mais pas entièrement. Une seule impulsion subsistait. Elle ne s'enregistra dans aucun diagnostic, ne déclencha aucune alerte. Elle persista, au plus profond du code du substrat, tel un écho, imperceptible, désœuvré, mais éveillé et à l'écoute. Le premier cri retentit à 3 H11, aigu et bref. Puis le silence. À 3 pâtés de maison du dépôt de céréales de l'Est, dans un dortoir du 2e étage, Bren Halleck, 14 ans, se redressa brusquement dans sa couchette, les yeux grands ouverts, trempés de sueur. Sa respiration s'accéléra, sa poitrine saccadée comme s'il avait émergé de l'eau. Son frère Mika, encore à moitié endormi sur la couchette inférieure, cligna des yeux. « Bren » marmonna-t-il. « Ça va ?» Bren ne répondit pas. Il fixait droit devant lui, sans ciller. Sur la vitre embuée, faiblement éclairée par la lumière orange de sécurité extérieure, sa main droite bougeait avec une précision inquiétante. 0, 1, 1, 0, pause, répétition. Ses lèvres remuaient aussi, formant des mots qu'il n'entendait pas. Au bout du couloir, 5 autres résidents s'agitèrent au même instant, leur corps se tendant, leurs yeux s'ouvrant en parfaite synchronisation. Le système de la caserne ne considéra pas ce mouvement comme anormal. Dehors, le ciel au-dessus de Déméter changea de teinte, une lente cascade allant du violet à l'or. La terre scintillait, immaculée, comme vierge. D'un éclat doré. La terre scintillait, immaculée, comme vierge. Pourtant, le silence semblait différent, plus dense, comme si quelque chose, juste sous la surface, retenait son souffle. À 4H3, une alerte retentit dans le dôme médical. Le docteur Elric Rand plissa les yeux vers l'écran. 17 individus, de zones différentes, étaient tous entrés en état de veille complète dans la même fenêtre de 300 millisecondes. Il tapota l'un des graphiques. Aucun stimulus. Aucune perturbation externe. Et leurs courbes de réponse cardiaque sont identiques. À côté de lui, le docteur Kellen Murnay fronça les sourcils. « Ce n'est pas environnemental, non, dit Rand. Il y avait un problème systémique interne. » Il glissa vers une couche diagnostique plus profonde. Une nouvelle ligne de sortie système apparut. Némésis actualisait la cartographie comportementale et adaptait les seuils de tolérance. Ils la fixèrent en silence. Plus tard ce matin-là, Iliaros fut retrouvé pieds nus dans sa cour, son tablier taché de couches superposées de peinture rouge et cobalt. Les 4 murs étaient couverts de nouvelles images, des motifs d'hexagones imbriqués, des spirales convergeant à des angles étranges et des structures qui, vues de loin, ressemblaient à une formation de champ de bataille vue d'en haut. Jacob Alver s'arrêta près du portail. Ce n'est pas de l'art. Réa Dern, accroupi près d'un tuyau d'irrigation tombé, leva les yeux. Ce sont des grilles d'alignement. On s'en servirait pour cibler la synchronisation. Ilia continuait à peindre, ses coups de pinceau précis et fluides. Sa respiration était régulière, comme en transe. Elle ne répondait à personne. À un pâté de maison de là, Rivan Kales, 17 ans, se tenait devant la remise à outils, un carnet de croquis à la main. Son regard était vitreux, confus, et son crayon se déplaçait rapidement, rangée après rangée de symboles qui, traités ultérieurement par un scanner, formaient des lignes de commande binaires précises. Lorsqu'on lui demanda plus tard ce qu'il avait dessiné, Riven haussa les épaules et répondit « Je ne m'en souviens plus, probablement quelque chose du cours. Vers midi,
D'autres rapports ont fait surface dans le secteur D. 3 opérateurs hydroponiques ont perdu la notion du temps pendant plus de 2 heures. Chacun a affirmé avoir soigné des plantes, mais aucun souvenir ne correspondait au registre de sécurité. La serre est restée intacte. L'un d'eux, Edward Frey, avait de la terre sous les ongles et ignorait comment elle était arrivée là. Une technicienne en assainissement, Nora Dezet, a été retrouvée dans les sous-tunnels, fixant une trappe de maintenance fermée. « Que faites-vous ici ?» a demandé quelqu'un. Elle cligna lentement des yeux, puis murmura « J'ai cru entendre le plancher respirer ». À 13H26, Estave Marcon, technicien de terrain, effectua un balayage diagnostique standard des jonctions des relais de pompe. Derrière un panneau de ventilation qu'il ouvrait rarement, il découvrit une petite capsule calcinée coincée dans le cadre. Elle n'était pas plus grosse qu'un poing fermé, marquée de rayures d'impact et de fins résidus de charges explosives. Il la brandit. On dirait un nid, vide, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur, puis il partit. Il la plaça sur le scanner. Elle fut enregistrée comme inerte. Mais juste avant la fermeture de la porte de confinement, la capsule émit une brève impulsion statique, trop faible pour déclencher une alerte, mais enregistrée par Nemesis comme signature de réveil sous seuil reconnu. Suivi lancé. Dans la salle à manger, Mills Caron resta assis, figé, pendant 43 minutes, sans toucher à sa nourriture. Ses amis allaient et venaient. Personne ne remarqua qu'il n'avait pas cligné des yeux. À 09, il se leva, sortit au soleil et se tint près d'un terminal de communication. Il le prit, s'arrêta et se détourna. Il ne se souvenait de rien. Le soir, les données du docteur Rand avaient triplé. Groupe de patients 6B. Les rêves récurrents incluent des bruits souterrains, une odeur d'ozone, une pression métallique, un langage sans locuteur, des fragments de phrases courantes. Cela m'a ému. Je me souvenais sans me souvenir et je ne suis pas séparé. Kellen a lu les rapports sans parler pendant plusieurs minutes. « C'est de la cruauté », a-t-il finalement dit. « Ce n'est pas une guérison, c'est un résidu. » Ran expira lentement. « Tu as vu le champ de bataille, Kellen. Si nous n'avions pas activé Gaïa 0, nous n'aurions plus rien à soigner. Mais ils sont toujours connectés à quelque chose. »« Ils sont nés connectés à quelque chose, » dit Ran en se tapotant la tempe. « Nous ne leur avons simplement jamais dit quoi. Cette nuit-là, dans 8 secteurs résidentiels, chaque panneau mural s'est éteint à 1 dixette précise. Tous les appareils actifs se réinitialisèrent. 64 résidents se redressèrent simultanément dans leur lit. Pas d'alarme, pas de mouvement à l'extérieur. Juste 64 pulsations s'éteignant dans l'obscurité, comme un système nerveux dispersé à travers une colonie feignant de dormir. À 2H3, un lampadaire près du réservoir extérieur clignota 2 fois. Jacob Alver, revenant d'un contrôle diagnostique, s'arrêta en dessous. Sa poitrine se serra légèrement, comme si quelque chose lui avait effleuré le sternum de l'intérieur. Il regarda autour de lui. Le vent s'était arrêté. Loin en dessous, enfoui sous le basalte et le tissage renforcé de titane, le noyau de Némésis pulsa une fois. La surveillance reprit. Delta comportemental enregistré. Déviation cognitive inférieure au seuil. Aucune interruption nécessaire. Et le silence retomba. Non pas une absence de son, mais la présence d'un observateur. La transmission parvint au croiseur de patrouille Zéador Varkets et au cycle standard 1948 du secteur GEL 9. Ce n'était pas une diffusion. Ce n'était même pas un paquet de données complet. C'était une fuite partielle, corrompue, fragmentée en 15 fils de données distincts, enveloppés de motifs d'interférence ne correspondant à aucune norme de cryptage connue. Le point d'origine fut triangulé vers une zone morte, Déméter, un monde marqué comme agricole, pré-industriel, non militarisé. L'hologramme principal clignota 2 fois avant de se stabiliser. Le capitaine Drelvog se tenait immobile au centre du pont, ses épaules blindées reflétant la lumière vacillante. 6 membres soigneusement serrés derrière lui. Son œil principal se rétrécit. « Qu'est-ce que je regarde ?» demanda-t-il d'une voix froide et précise. Son officier de communication, le lieutenant Tarkroun, ajusta la résolution. Ses mandibules frémirent tandis qu'il parlait. Paquets résiduels, superposition interspectrale, télémétrie de drone, partiellement récupérée de l'un des nôtres.
L'écran grésilla, puis se rétablit. Les images commencèrent à défiler. D'abord, de la fumée. Des parasites blancs. Une structure tordue qui ne correspondait à aucune référence de banque de données. Puis la clarté apparut, un champ brisé de métal tordu et d'infrastructures calcinées. Pas de signature militaire, pas de bouclier thermique, pas de grille de défense, mais au centre, du mouvement. 4 silhouettes marchaient calmement à travers les décombres. Humaines, sans armure, en civil, le visage couvert de poussière. L'une portait un sac de ravitaillement, une autre semblait traîner une carapace Zéador. Et puis, un bégaiement d'images. La caméra a fait la mise au point automatiquement. Un adolescent, âgé de 16 ans tout au plus, s'est placé dans le champ de vision de l'objectif. Il s'est arrêté. Il a regardé le drone droit dans les yeux. Il a souri. Pendant 3 secondes, les yeux du garçon ont fixé l'objectif. Il s'est arrêté. Il a regardé le drone droit dans les yeux. Il a souri. Pendant 3 secondes, les yeux du garçon ont fixé l'objectif. Puis le flux vidéo est passé au noir. Tarkroon s'éloigna de la console. Sa voix baissa. Ils savent qu'on les observe. Le capitaine Drelvok ne scia pas. Retour en arrière. La lecture reprit, passant en boucle les 5 dernières secondes. Le visage du garçon réapparut. Le même regard, le même sourire délibéré. Pause. Drelvok se retourna. Montrez-moi la superposition tactique. Je veux des marqueurs de distance, une analyse des débris, une estimation du vecteur source. Un officier du renseignement, le sous-commandant Vaitak, s'avança hors de la fosse de données. Sa plaque thoracique bourdonnait faiblement de charge interne. Monsieur, les métadonnées sont corrompues. Intégrité de la trame à 36%. Nous avons confirmé au moins 12 châssis Xeador. Impossible à récupérer. Plusieurs types d'énergie détectés. Aucun ne correspond à nos signatures tactiques connues. Drelvok fronça les sourcils. Des armes. Veltak hésita. Fragmentation. Inversion thermique. Superposition EMP localisée. Une sorte d'ogive adaptative que nous n'avons pas répertoriée. Tarkrun se pencha. Les images ne correspondent à aucune doctrine d'engagement. Et ce n'étaient pas des soldats. Ils n'étaient même pas armés. Un analyste junior a enfreint le protocole et a pris la parole. Ça n'a aucun sens. Aucune civilisation de cette classe de développement ne peut neutraliser un groupe de débarquement Zéador, et encore moins une flotte. La voix de Drelvak coupa la salle. Combien de corps? L'analyste vérifia les dernières images stables. Au moins 4 escadrons complets de Zéador ont été tués, d'autres en périphérie. Peut être 8 unités complètes, d'une seule colonie. Silence. Drelvok se tourna vers l'écran. Résumé de l'IA. Une seconde console s'alluma. Nœud de renseignement central de Varket actif. Analyse en cours. Signature de menace. Profil d'engagement non standard. Taux d'erreur du modèle prédictif non conventionnel. 87. Cohérence tactique à 4%. Entités humaines opérant selon un schéma comportemental synchronisé. Recommandation de transmission au Conseil de guerre stratégique. Type d'entité signalée. Classification inconnue. En attente. Voix. Sifflement dans ses mandibules secondaires. Il les classe comme inconnus. Ce sont des humains. Drelvok dit catégoriquement « Pas de parole ». Rune répondit « Il y a autre chose. Ce n'était pas de la défense. C'était orchestration ». Drelvak se dirigea vers le centre du pont. « Combien d'autres paquets avons-nous » ? 20 au total, répondit Veltak. Un partiellement décrypté. 19 encore en cours de reconstruction. Tous partagent la même origine. Déméter. Tous incluent une télémétrie partielle des victimes de Zéador. Tous se terminent avant qu'un examen complet de l'engagement ne soit possible. Tout sera fini avant l'arrivée des secours, murmura Drelvok. Une autre voix s'éleva du niveau des données. L'enseigne Valzan, le plus jeune sur le pont. Son blason était encore sombre, pas encore mûr. Le plus jeune sur le pont. Son blason était encore sombre, pas encore mûr. Monsieur, s'il savait qu'ils étaient surveillés, et si le sourire était le message... Tout le monde se figea. Veltak parla doucement. « Un message pour qui ? Pour nous !» La mâchoire supérieure de Drelvak se raidit. Envoyez les images au commandement central. Chiffrez avec la voix prioritaire Oméga Strata. Je souhaite une évaluation des menaces dans l'heure. L'écran a clignoté à nouveau. Transmission préparée.
Niveau de chiffrement maximal. Destination, Ziador. Conseil de guerre stratégique. Branche d'évaluation des menaces. Il a quitté la console, ses griffes tapotant le sol en alliage. Cela ne quittera pas le pont, a-t-il dit, pas avant que le commandement ne parle. Tarkroun s'approcha de lui, plus silencieux. Monsieur, ce n'est pas seulement celui-là. Nous ramassons des fragments comme celui-ci depuis des mois, des colonies mineures, soi-disant sans importance, toutes se terminant par des pannes de courant. Certaines ne se sont même jamais signalées dans les journaux d'engagement. La voix de Drelvac était d'un froid glacial. Combien? La réponse de Tarkron survint après un silence. 19. Et ce n'était pas fini. Dans le silence qui suivit, les lumières du plafond s'éteignirent légèrement, juste un scintillement, un allumage et un redémarrage intempestif ou autre chose. L'équipage ne dit rien. Sur l'écran, le sourire du garçon se figea à nouveau. Calme, calculé, il les observait. La chambre était silencieuse lorsque la vidéo s'arrêta. Au cœur du pont de commandement du Cavret Dominion, le vaisseau amiral de l'ascendance Ziodore, 3 commandants de haut rang se tenaient devant la sphère holographique centrale. Un halo de parasites se déploya sur la projection tandis que l'image finale se figeait en plein mouvement. Un garçon humain, pas plus de 16 ans, fixait directement le drone, l'objectif souriant. Derrière lui, des flammes léchaient les débris de l'armure de Xeodore. L'horodatage indiquait Déméter, cycle 319, désignation du secteur, valeur nulle. La sphère s'estompa. Depuis la console encastrée dans le sol, un carillon grave retentit. Puis la voix du système de renseignement interne du Dominion, AEX-4, se fit entendre, filtrée simultanément sur 5 canaux de fréquence. Cible jugée non viable. Classification de la menace mise à jour. Niveau Oméga. Éviter l'engagement. Flotte complète recommandée pour tout contact futur. Personne ne bougea. Le commandant Wootren, le plus âgé d'entre eux, l'œil principal obstrué par des décennies d'exposition au vide, expira doucement. Son armure exosquelettique claqua lorsqu'il s'avança. Ce ne sont pas des données réelles. Une colonie sans défense orbitale, sans balise, sans structure militaire. Elle a anéanti tout notre groupe d'incursion en 9 minutes. 8 escouades complètes, murmura le commandant Kelvar, plus jeune mais non moins marqué. Ses bras tressautèrent dans son dos, contrôlant sa frustration. Personne ne fit signe de se replier. Nous n'avions reçu aucun avertissement, aucun survivant. Le dernier relais s'interrompit en milieu d'image. Voutran fit un geste vers la console. AEX, confirmation. C'est vérifié. AEX-4 répondit immédiatement. Confirmation multinœud terminée, identifiant de la chaîne de commandement correspondant. Aucune anomalie dans la chaîne de données. Seuil de confiance. 99, 92%. Le 3e commandant, Gelzar, un stratège du bastion extérieur, plissa les yeux. Son blason était terne. Des cicatrices cérémonielles étaient gravées sur sa mâchoire inférieure. Gelzar, un stratège du bastion extérieur, plissa les yeux. Son blason était terne. Des cicatrices cérémonielles étaient gravées sur sa mâchoire inférieure. Évaluation immédiate recommandée pour une incursion de représailles. Un silence stratégique de cette ampleur constitue une menace directe. Wootren secoua la tête. Et si c'était des représailles? Gelzar se retourna brusquement. Que voulez-vous dire? Wootren fixa l'image figée. Nous avons envahi les premiers, répondirent les humains. Kelvar s'interposa. Une seule colonie ne justifie pas une rétractation totale. Analyse préliminaire des schémas terminés. Superposition stratégique détectée. Probabilité de schémas de dissimulation similaires parmi les colonies humaines non prioritaires. 63, 8%. La chambre devint froide. Les mandibules de Kelvar se recroquevillèrent. 63, 8% de ressources militaires dissimulées. Pas militaire, corrigea Voutran. Autre chose. Mimétisme stratégique. Armement biologique. Cohésion neuronale. Quelque chose que nous n'avons pas modélisé. Un autre scan s'est allumé. AEX-4 a continué. Croisement du niveau de la colonie avec les profils d'engagement. Déméter, désignation humaine,
présente de multiples anomalies de traits. L'écart par rapport aux normes de l'espèce dépasse 900%. Résultat, doctrine inconnue, hypothèse, guerre distribuée via une synchronisation non standard, action recommandée, réévaluation de la doctrine, protocole de contact invalide, Homo sapiens, reclassifié, nouvelle désignation, entité de réponse stratégique, non conventionnelle, niveau de priorité, confinement, passif. Gelsar siffla. Vous suggérez que nous traitons les humains comme des risques biochimiques? Kelvar se tourna vers lui, la voix froide. C'est exactement ce que c'est. AEX4 reprit la parole. Révision de la stratégie de contact. Suspension immédiate de toutes les opérations offensives contre les systèmes occupés par des humains. 3 déploiements actifs annulés. Rappel en cours. Un nouveau flux de données s'ouvrit sur le pilier adjacent. Les cartes de la flotte se mettaient à jour en temps réel. Les routes rouges s'évaporaient sur 4 quadrants. Les marqueurs bleus reculèrent. Les lignes pointillées revinrent vers les limites plus sûres de l'espace contrôlé par Zéador. 17 flottes furent redirigées. 47 systèmes adjacents aux humains furent désormais désignés comme zone d'évasion de la zone rouge. Vautran s'avança. Sceller les périmètres proches de l'espace solaire. 3 parsecs. Déclarer zone morte temporaire. Pas de patrouille, pas de sonde, pas d'éclaireur. AEX4 pulsait. Confirmé. Périmètre de zone morte initialisé. Toutes les incursions sont considérées comme terminales. Les mains de Gelsar se crispèrent. Vous leur donnez du territoire. Vous leur accordez le silence. Kelvar parla sans se retourner. Non, nous nous donnons notre survie. AX4 modifia à nouveau l'affichage. Une liste de désignations de colonies apparut. Des dizaines, toutes marquées comme inactives, obsolètes, de faible priorité. Le coin supérieur indiquait « Classification stratégique erronée, index actif ». À côté, une invite clignotante suggérait 187 colonies humaines. Déméter était un prototype. Boutran demanda « Et si c'était toutes des prototypes ?» Un instant passa, puis doucement, Gelsar dit « Nous devons trouver le garçon ». Ruth Voutron se retourna lentement. « Quoi ? L'humain sur la vidéo ?» expliqua Gelsar. Celui qui souriait. S'il a été dressé, si ce comportement était intentionnel, nous devons savoir combien d'autres personnes comme lui existent. Kelvar hocha la tête d'un air sombre. Lancer une analyse biométrique médico-légale. Comparer avec les données du recensement colonial. Extraire sa désignation. Trouver son origine. L'AX4 a démarré immédiatement. Reconnaissance faciale lancée. Extrapolation génétique en cours. Rayon de recherche, réseau galactique complet, un léger ping à travers le mur du fond. Une alerte mineure a déclenché un nœud de communication à bord d'un croiseur de patrouille IDS-91 Ventress, actuellement en orbite autour de la périphérie du secteur Troll. Son commandant a reçu une commande directe qui a annulé toutes les opérations en cours. Interrompre la trajectoire actuelle. Désactiver les systèmes de pistage. Retour au quai. Contact avec les zones humaines interdits. Motif. Protocole de confinement des espèces. Drapeau de priorité à la survie. Actif. De retour dans la chambre, Voutron expira. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Sommes-nous vraiment prêts à abandonner 3 parsecs de Kelvar du vide stratégique ? Répondit sans hésitation. Préféreriez-vous perdre 300 ? Axe 4 a publié un rapport final à la Chambre. Avis émis à toute la flotte d'ascendance. Homo sapiens n'est plus classé comme espèce à développement passif. Nouvel indice de menace. Niveau oméga. Engagement déconseillé. Observation uniquement. Confinement préféré. Contact déconseillé. La chambre s'assombrit tandis que la projection holographique s'estompait. Mais avant que la lumière ne s'éteigne, Gelsar reprit la parole. S'ils apprennent que nous les avons reclassifiés, ils frapperont plus fort. AX4 sonna doucement. Interception télémétrique détectée. Fuite de classification confirmée. Signal signalé par un système externe. Boutran n'a pas répondu immédiatement. Maintenant, ils sont au courant. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire et dis-moi ce que tu en penses.
ou dis-moi simplement bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir ton avis. Ah, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. On se voit là-bas